Bonjour, j'aimerais parler aujourd'hui du troisième yama de Patanjali, c'est-à-dire que nous sommes dans une série de vidéos sur ce que serait l'éthique selon Patanjali qui a codifié les 8 étapes du yoga, dont la première, les yamas, qui sont les directions données au yoga. Donc la première c'est Ahimsa, traduite par non-violence, et qui est déjà sur ma chaîne YouTube Mariana Thiriot-Loisel, et où j'explique un petit peu les contradictions de ce terme Ahimsa, non-violence, la traduction du moins, et l'écart entre le terme sanskrit et le terme français. Et puis le deuxième yama dont on a parlé, qui est Satya, la vérité, et très, très complexe à définir également. Et aujourd'hui, ça se corse un tout petit peu parce qu'il s'agit d'Atseya. Et Atseya, ce sont les moyens d'existence justes. Donc, comment trouver et équilibrer ses besoins et ses demandes de sorte à ce qu'elles aient du sens pour soi mais aussi pour les autres, parce que nous sommes interdépendants. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de moyens d'existence justes, force est de constater que les écarts sont immenses entre les besoins des uns et des autres et ce qui est essentiel aux uns et aux autres. Et je m'étais dit, tiens, je vais parler de simplicité volontaire, et puis j'ai songé à la simplicité involontaire de beaucoup de personnes qui n'ont pas l'essentiel pour vivre, qui sont dépouillées de tout et dans des situations où il est très difficile de parler de dignité humaine. Bien sûr, nous sommes toujours dignes, quoi qu'il arrive, y compris dignes d'être enterrés, et nous sommes dignes par le simple fait d'être humains. Mais je pense qu'il y a des besoins fondamentaux qui ont besoin d'être pourvus à tout un chacun afin qu'ils puissent se développer et occuper une place dans la cité avec sérénité, avec harmonie. Et on a une grande disparité de revenus sur notre planète, et aussi la définition de ce que sont nos besoins réels est très élastique. Peut-être que quelqu'un dans un village africain va avoir une définition, quelqu'un au Canada une autre définition, quelqu'un qui a une grande fortune au Canada ou quelqu'un qui est simplement un employé d'une entreprise vont avoir des définitions très différentes. D'où la grande difficulté de ce débat des moyens d'existence justes, et qui était déjà vu à l'époque de Patanjali, qui était médecin, et qui disait, bon, il y a des choses qui sont essentielles à tout un chacun, et qui avait déjà observé à son époque, dans la société de caste hindoue, les grands écarts entre les uns et les autres, et avait parlé de la nécessité de réduire cet écart. Moi, je ne suis pas un spécialiste en économie, je suis philosophe, donc je me suis dit, je vais prendre cette discussion par le biais de se simplifier la vie au niveau matériel et au niveau de nos demandes pour aller à l'essentiel. Je pense qu'en philo, l'essentiel, c'est le sens de la vie. On le retrouve transversalement, pratiquement chez tous les philosophes. Qu'est-ce que l'on cherche? Un sens à nos vies, et un sens qui est interdépendant avec le sens de la vie des autres. C'est-à-dire que on ne peut pas trouver du sens tout seul. Le sens, il s'échange, il est le résultat d'un dialogue et un équilibre entre le donner et le recevoir, et un équilibre que Paul Ricoeur a défini dans une vie bonne, dans des institutions justes, avec et pour les autres.
ni au-dessus, ni en dessous des autres, mais avec et pour les autres. Donc dans une situation qui ne soit pas ni de domination, ni de soumission, mais dans une situation de côtoiement, une situation de solidarité, une situation de partage et d'équité. Et tout cela est très complexe, mais je pense que si chacun balaye devant sa porte et fait l'effort de trouver ce qui pour lui est essentiel, pour lui fait du sens, et de vivre dans le partage et dans la joie du partage et dans un équilibre entre le donner et le recevoir, on va déjà faire un pas en direction de ces moyens d'existence justes. J'ai bien conscience que ce qui est essentiel pour les uns n'est pas essentiel pour les autres et que le débat est un peu miné à la base, hein. Donc il faudrait définir peut-être au niveau de l'humain que ces besoins fondamentaux soient assouvis. C'était l'ambition de la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais qui est datée, bien sûr, située. C'est une déclaration française et qui avait cette ambition d'universalité. Mais aujourd'hui, je pense que des débats transversaux sont importants sur ce thème de nos besoins fondamentaux d'une part et de nos demandes essentielles d'autre part, parce que il ne s'agit pas simplement d'avoir de quoi manger et de quoi se soigner et où habiter, où se loger. Il y a aussi notre demande de sens qui doit être entendue. Et cette demande, elle est assouvie par la culture. Et nous avons des demandes culturelles de sens. Donc, apprendre, pratiquer un sport, exercer une profession, avoir une rémunération juste en fonction de son effort. Tout cela est important, pas simplement pour survivre, mais pour vivre avec joie, avec sens, avec intérêt. Et donc, c'est sûr que pour ceux qui ont lu Lacan, ils vont le retrouver dans ce que je dis, c'est-à-dire que le désir est l'écart entre le besoin et la demande. Nous avons certes des besoins vitaux, mais nous avons aussi des demandes culturelles. Et donc, il s'agit de simplifier un petit peu nos exigences par rapport au matériel pour que le culturel puisse avoir une place. Et non pas que le matériel ait toute la place. C'est-à-dire que aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on a beaucoup axé sur les besoins de survie, et c'est très important. Mais il faut aussi penser à la demande culturelle humaine, c'est-à-dire sa demande d'avoir un sens à sa vie, de pouvoir apprendre, de pouvoir s'instruire, de pouvoir se développer pleinement ses capacités, de pouvoir échanger avec les autres, de pouvoir pas simplement recevoir, mais aussi donner, d'être capable de donner, de se sentir utile, de se sentir une place dans la cité, et une place unique et essentielle. Donc voilà, Atseya, c'est tout un monde qui se déploie devant nous dans ce troisième yama du yoga. Donc ça veut dire que quand on exerce le yoga, on va non pas simplement travailler sur le corps, mais on va développer aussi son être et on va développer la méditation sur le sens de la vie. Et puis, cette méditation sur le sens de la vie, eh bien, elle est aussi importante
que les exercices physiques et les positions que l'on peut apprendre lorsqu'on respire et qu'on bouge dans un cours. Et très souvent, on donne peu de temps pour la méditation dans les classes de yoga, puis on ne parle pas beaucoup, hein, on ferme les yeux, on met de la musique, et puis voilà. Mais on pourrait avoir un moment de paramparapata, c'est-à-dire en sanskrit de transmission des enseignements, un petit moment de discussion, par exemple comme je suis en train de faire maintenant, sur les yamas, et en prenant le 3e yama, les moyens d'existence justes. Et je pense que les profs de yoga sont toujours bien modestes dans leur exigence de rémunération. Je ne vois pas... mais il peut y avoir des dérives, il peut y avoir... Et c'est à nous d'avoir une vigilance par rapport à cela. Personnellement, je travaille beaucoup en bénévolat. C'est pour moi difficile de solliciter un salaire parce que je me dis bon ben, j'ai assez pour manger, pour vivre par ailleurs mais la question se pose pour moi aussi, tout travail mérite salaire, et puis je vais voir comment je vais faire, mais j'ai très honnêtement fait beaucoup de cours et je continue de façon bénévole en ligne et cela me remplit de joie. Maintenant, je pense que c'est un débat délicat et puis c'est sûr qu'il faut penser à chacun à placer le masque d'oxygène sur son visage avant de le placer sur l'autre. Maintenant, pour conclure, qu'est-ce qui est essentiel vraiment pour chacun? Et est-ce que l'essentiel est vraiment le matériel, si la vie n'a pas de sens? Et à quoi ça sert d'avoir une grande maison, un frigo plein, un homme ou une femme extraordinaire à ses côtés, si quelque part la vie n'a pas de sens, et si on n'a pas trouvé le sens à sa vie? Donc, et ça c'était la question que posait Lacan dans ses écrits. Et il disait c'est très difficile à satisfaire une demande humaine parce que le manque se fait toujours sentir. Mais il y a des moments de très grand bonheur, j'ai observé, et de satisfaction lorsqu'on se développe et lorsqu'on apprend quelque chose ou lorsqu'on est capable de transmettre un savoir et d'être utile et de faire une différence dans la vie de quelqu'un. Et il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de joie dans le bénévolat, il y a beaucoup de joie dans le fait de faire une différence dans la vie de quelqu'un et de lui avoir apporté quelque chose. Et ça fait du sens. La générosité fait du sens. Et la générosité, c'est le 5e yama. Donc on va revenir au débat et de moyens d'existence justes, mais simplifions-nous un peu la vie matérielle pour donner plus de place à la vie culturelle dans la cité. Et je pense que ce moment que nous vivons de confinement, c'est un moment intéressant pour penser à finalement quels sont nos besoins réels, matériels, pour que nous puissions nous diriger un peu plus vers nos demandes culturelles. Merci beaucoup et à très bientôt dans un prochain vidéo.